Bien sûr, depuis que tu l'as demandé, c'est enregistré. Quelle efficacité. On va commencer dans 1 minute. Ça te va, Caroline? Oui, c'est parfait pour moi. Je t'ai préparé une super slide en plus. Ah oui, avec ma tête de quand j'étais bébé. Non, franchement, c'est une photo très qualitative, honnêtement. Non, bon, on va commencer. Merci à tous. Je vais laisser Caroline Corbal de l'Agence nationale de la cohésion des territoires vous présenter Numérique en commun. Et après, on pourra commencer cet atelier sur les communs numériques des tiers-lieux. Je vous dirai juste un mot très court et puis je laisserai la parole aux intervenants. Je t'en prie, Caroline. Merci beaucoup, Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cet atelier sur les communs numériques des tiers-lieux qui est donc organisé par France Tiers-Lieux, donc avec Rémi Cellier et Sophie Roy. Cet atelier il est organisé dans le cadre de Numérique en commun, donc l'édition nationale de Numérique en commun. Et donc, avant de commencer l'atelier, on voulait partager avec vous 2 mots sur ce contexte de Numérique en commun. Désolée pour celles et ceux qui connaissent déjà bien le projet, je vais essayer d'être concise. Donc moi, je suis Caroline Corbal, je travaille donc à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, donc l'ANCT, qui a été créée en janvier 2020 pour accompagner les projets des territoires, avec comme premiers interlocuteurs les collectivités territoriales. Et donc sur les aspects numériques, on a plusieurs programmes, dont le programme Nouveaux lieux, nouveaux liens, que vous connaissez sûrement, donc qui coordonne la politique publique nationale des tiers-lieux, et notamment l'AMI Fabrique de territoire, qui vise à soutenir l'émergence de tiers-lieux sur l'ensemble du territoire national. Et donc, j'ai 2 collègues qui seront de ce programme-là, qui seront présents pendant tout l'atelier, qui sont Marc Lager et Adélaïde Gérard, et qui pourront répondre sur le chat à vos questions si vous avez des questions spécifiques sur ce programme numérique en commun. Et moi, de mon côté, je travaille au sein du programme Société numérique. Donc, avec notre équipe, en fait, on met en œuvre depuis 2 ans et demi, 3 ans, la stratégie nationale pour un numérique inclusif. Et ce qu'on s'est dit à 3 ans, en même temps qu'on lançait tout ça, c'est que pour que toutes les parties prenantes de l'inclusion numérique, mais aussi en fait plus globalement tous les acteurs qui ont un intérêt et qui souhaitent défendre et permettre un numérique d'intérêt général, pour que tous ces acteurs soient en capacité de s'organiser, de parler un même langage, de créer les outils et les solutions qui leur sont nécessaires pour progresser. Il nous fallait pour cela à la fois un cadre qui soit souple, qui soit à la fois souple et structurant pour pouvoir faire communauté. Et donc c'est comme ça en 2018 qu'est née cette idée, cette volonté de faire naître Numérique en commun. Donc Numérique en commun, c'est une communauté qui réunit aussi bien des acteurs publics, donc des agents et des élus, des entreprises, des opérateurs de services publics, des porteurs de tiers-lieux, des professionnels de l'inclusion numérique, des acteurs du monde académique aussi, de la recherche, qui se rassemblent pour faire ensemble un numérique d'intérêt général. Et donc, par numérique d'intérêt général, nous, ce qu'on entend, c'est un numérique qui soit inclusif, qui soit éthique, qui soit durable, qui soit souverain, qui respecte les libertés des citoyens, qui leur permette d'être véritablement autonomes. Et donc, tous ces acteurs se retrouvent lors de temps forts nationaux, donc c'est le cadre dans lequel on est aujourd'hui, et aussi des temps locaux, donc ce qu'on appelle des NEC locaux. Donc rapidement, le temps fort national, c'est un temps qu'on organise avec la coopérative La Mednum et avec l'association lyonnaise d'éducation au numérique qui s'appelle Fréquence École. Et donc, il y a eu une première édition en 2018 à Nantes, une deuxième édition à Marseille, donc on s'est sûrement ou peut-être croisé là-bas. Et cette année, on devait organiser Numérique en commun à Lyon. On n'a évidemment pas pu le faire au regard du contexte, donc on a dû se réinventer à plusieurs reprises et on a essayé de proposer un format qui soit satisfaisant pour tout le monde parce qu'on sait que tout le monde est hyper sollicité derrière son écran avec plein de visio.
Donc, on a essayé de créer des formats dans lesquels on peut partager des outils, des méthodologies qui nous sont utiles à tous. Donc, NEC a eu lieu une première fois le 16 novembre avec une masterclass dédiée aux élus pour les sensibiliser à tous ces sujets qui nous rassemblent. Puis ensuite, un live en direct de Lyon quand même. On a réussi à faire ça sur place, mais uniquement avec le staff technique. Donc, un live qui a accueilli les annonces nationales pour l'inclusion numérique, mais aussi des intervenants de la société civile et institutionnelle pour parler des communs numériques, de l'impact écologique du numérique, d'inclusion numérique, bien évidemment. Et on a fait ensuite le choix, exceptionnellement, de faire durer le numérique en commun pendant 1 mois en ligne. Et donc, on a mis à disposition 8 parcours qui ont été pensés et créés par plus de 60 contributeurs qui sont partout en France, avec des casquettes complètement différentes et qui apportent des témoignages, des idées nouvelles, mais aussi qui se confrontent, car tout le monde n'est pas d'accord sur tous ces sujets dont beaucoup sont encore émergents. Donc, je vous mettrai dans le chat un lien vers les prochains temps forts auxquels vous pouvez encore vous inscrire. Donc, c'est jusqu'à la semaine prochaine. Notamment, un qui peut vous intéresser, c'est un atelier qu'on va faire la semaine prochaine, le 15 décembre à 11 h, sur une boîte à outils des communs numériques. Donc, pour accompagner les démarches de communs pas à pas, et ça nous intéresserait beaucoup d'avoir votre avis sur cette boîte à outils. Et donc aujourd'hui, France Tiers-Lieux nous propose un atelier dédié aux communs numériques des tiers-lieux. Donc je pense qu'on partage tous ici le même constat, c'est que les tiers-lieux ont de nombreux besoins en commun et ont tout à fait intérêt à mutualiser un certain nombre de choses. Déjà parce qu'à plusieurs, on est bien plus fort. Ensuite, parce qu'il vaut mieux contribuer à des socles communs et ainsi pouvoir se concentrer sur sa valeur ajoutée plutôt que de disperser les énergies, mais aussi pour des raisons économiques, bien évidemment, aussi pour des raisons de souveraineté, d'indépendance vis-à-vis de certains éditeurs, mais aussi pour des raisons de pérennité, en s'assurant que les outils, donc outils au sens large, hein, qui sont produits et utilisés, répondent dans le temps aux besoins de chacun. Et donc, pour y parvenir, les communs numériques sont un excellent levier qui fait ses preuves maintenant depuis un certain nombre d'années. Et c'est tous ces sujets-là que Rémi vous propose aujourd'hui d'explorer. Et peut-être juste avant de donner la parole à Rémi, vous repartagez la définition des communs sur laquelle on s'accorde un peu globalement dans le cadre de numérique en commun, notamment pour éviter que l'atelier devienne un temps d'échange autour de cette définition des communs, ce qui a son intérêt, mais peut-être pas dans ce cadre-là, peut-être dans d'autres contextes, pour qu'on se concentre aujourd'hui vraiment sur les objectifs que Rémi va vous partager ensuite. Donc, la définition qui a été élaborée collectivement par les acteurs de NEC en 2018, lors de temps collaboratifs, et je vois qu'Alexandre Bigovardi est présent aujourd'hui, et il a contribué à cette définition il y a 2 ans. La définition sur laquelle on s'était accordé, c'est de se dire qu'un commun désigne une ressource qui est produite et ou entretenue collectivement par une communauté d'acteurs hétérogènes, que cette ressource, elle est gouvernée démocratiquement, selon des règles qui lui assurent son caractère collectif et partagé, et que ce commun, il est dit numérique lorsque la ressource est dématérialisée. C'est-à-dire qu'un logiciel, une base de données ou tout contenu numérique, comme des textes, des images, des vidéos ou des sons, peuvent devenir des communs numériques. Voilà à peu près, Rémi, pour ce que je pensais partager en termes de cadrage. Et je te propose de prendre la suite, et je vous souhaite à tous un excellent atelier. Et je vous remets la définition des communs. Dans le chat. Ouais, dans le chat, j'essaie de retrouver ma fenêtre Zoom et je vous la partage tout de suite. Très bien. Merci. Je vous ai mis une slide sur France Tiers-Lieux, mais c'était pour éviter de vous en parler. Donc, juste un mot. Moi, je m'appelle Rémi Cellier, je suis responsable du développement de France Tiers-Lieux. Donc, France Tiers-Lieux, c'est une association qui a été créée il y a 1 an dans le cadre d'un programme plus global, d'un programme national de soutien aux tiers-lieux, qui se compose du Conseil national des tiers-lieux, comme on peut le voir ici,
qui est une sorte de parlement des tiers-lieux, qui a vocation à faire remonter les besoins de ces dynamiques, les points bloquants, les axes de travail, pour développer et appuyer ces tiers-lieux dans les territoires. Un programme au sein de l'État, interministériel, Nouveaux Liens, représenté aujourd'hui par Adélaïde et Marc, si j'ai bien compris. Donc, merci d'être là. Et donc France Tiers-Lieux, qui est une association composée, présidée par Patrick Lévetz, qui avait été missionné en 2018 justement par le gouvernement pour porter des recommandations sur le coworking et qui en fait a fait un rapport sur comment on développe les tiers-lieux dans les territoires. Je ne vais pas m'étendre plus parce que ce n'est pas notre sujet. Mais voilà, vous avez les missions de France Tiers-Lieux et il y a une mission qui nous concerne plus aujourd'hui qui est le soutien à l'outillage des tiers-lieux. Le rôle de France Tiers-Lieux, c'est vraiment de travailler sur l'appui en ingénierie des porteurs de projets de tiers-lieux et des tiers-lieux. Et en fait, ce sur quoi on voulait insister aujourd'hui, c'est sur le fait que les tiers-lieux et leur développement, en fait, est indissociable du développement de ressources communes, de communs numériques, d'outils partagés, en fait. Et que cet ADN du numérique libre, de l'open source, elle est omniprésente au sein des tiers-lieux. Et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui, on vous a mis deux gros mots un peu en tête d'affiche, commun numérique et tiers-lieux. Donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, ce n'est pas forcément sûr. Mais l'objectif, c'est que justement, les présentations des intervenants permettent d'éclaircir tout ça par la pratique et par du concret, en fait. Donc, je leur laisse très vite la parole. Mais tout ça pour dire que l'objectif de l'atelier, c'est de montrer comment, en fait, les tiers-lieux mobilisent des outils numériques partagés, open source, libres, et la plupart du temps coopératifs, comment ils les mobilisent dans leur quotidien, pourquoi ça les intéresse de les mobiliser et comment ils contribuent à leur développement, en fait. Parce que les tiers-lieux, ce n'est pas juste des consommateurs de ces ressources numériques, mais c'est réellement des contributeurs actifs au développement de ces communs numériques. Et c'est ce qu'on voulait montrer à travers cet atelier. Donc voilà, je vais très vite laisser la parole à Maëlle Vimon de Ping, qui va nous raconter Bonjour. comment Ping mobilise les communs numériques et comment ils y contribuent au quotidien. Ping, qui est un Fab Lab, entre autres, mais je laisse Maëlle le présenter, qui se situe à Nantes. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vois des oui avec la tête, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais partager mon écran, donc c'est la petite seconde technique. C'est bon, tu peux partager. Ouais. Ok. Alors, je vous demande un petit instant. Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez la première page de cette présentation réalisée sur pad.numérique-en-commun.fr? Oui, très bien. Ouais, ok, merci. Je vais me présenter rapidement avant d'aborder cette question des communs et des tiers-lieux. Et merci pour cette introduction qui rappelait bien le cadre et le contexte. Donc moi, je m'appelle Maëlle Vimon-Broc. Je suis chargée de projet et de développement pédagogique au sein de l'asso Ping à Nantes. On a parmi nos activités deux lieux, un atelier partagé dans le quartier du Breil, qui est un quartier populaire à Nantes, et un Fab Lab qui se situe sur l'île de Nantes. Et on a de multiples explorations et activités autour de l'appropriation des techniques, des technologies et de la médiation numérique et de l'inclusion numérique. Un chapitre entier que je n'aborderai pas aujourd'hui pour rester concentré sur la question qui nous rassemble. Juste un petit mot sur ma posture par rapport à ce témoignage. Avant d'être chargée de projet de développement pédagogique, j'étais animatrice Fab Lab à partir de quelques mois après l'ouverture de notre Fab Lab plateforme C. Et j'ai exercé cette fonction-là pendant plusieurs années. Donc, je vais à la fois avoir un regard lié à ma fonction et aussi à mes pratiques en tant qu'animatrice et à ce que j'ai pu constater. Mais avec mes œillères, et forcément, ce sera pas la totalité de ce qui peut se passer en termes de communs et de tiers-lieux dans nos lieux. Mais voilà, j'espère en tout cas vous donner un petit aperçu de tout ça.
Pour se lancer dans le vif du sujet, je me suis dit que dans un premier temps, j'allais vous parler de comment on mobilise en fait nous au quotidien les communs numériques. Donc si là, on a parlé déjà de ressources, d'outils. Donc je vais partir de cet ancrage-là, même si voilà, on aura l'occasion aussi peut-être d'aborder de façon un peu plus large la notion de commun dans nos lieux. Mais très concrètement, en fait, l'équipe de Ping, on est tous sur des ordis sur Linux. On utilise au quotidien des logiciels libres, que ce soit pour nos documents, pour communiquer. Ça va de la suite LibreOffice au pad numérique en commun, à des logiciels libres comme Inkscape, dont on se sert beaucoup pour la fabrication numérique, et des plateformes de collaboration comme Nextcloud. Voilà, enfin, disons que les outils et les logiciels libres, on les mobilise vraiment au quotidien dans nos pratiques professionnelles et on promeut leur usage et on essaye de faciliter aussi leur usage et leur accessibilité au sein de nos lieux. Par exemple, on organise des install parties pour permettre à des personnes d'installer des systèmes ouverts sur leurs ordis. Bon, c'est vrai que on aurait, je pense, je pourrais vous faire un listing en fait de tous les outils qu'on utilise au quotidien là-dessus. Mais pour vous dire, ce qui me semble important là-dedans, c'est que à la fois on mobilise ces outils-là et ça nous semble d'autant plus important d'utiliser et de mobiliser des ressources et des outils libres qu'on en est nous-mêmes des vecteurs. Donc on essaye de s'accorder à la fois sur le fond, la forme et les outils pour travailler sur l'appropriation des technologies. Au-delà de l'aspect outil, c'est vrai qu'on est aussi dans des réseaux, on mobilise des communs numériques aussi dans le sens relationnel, c'est-à-dire qu'autour de nous, il y a aussi des personnes et des structures qui nous aident, avec qui on partage des connaissances et des savoirs, des savoir-faire, à la fois sur les outils, les ressources, et on met en commun aussi beaucoup de choses. Donc quand on dit, pour moi en tout cas, mobiliser des communs numériques, c'est à la fois mobiliser en effet des ressources, des outils, et puis savoir aussi mobiliser d'autres personnes autour de nous dans nos actions. Je vais vous parler maintenant d'un autre mot qui est plutôt celui de comment on peut contribuer au commun numérique. Alors c'est pareil, plutôt que de vous faire un listing, en fait, ce qui me semblait important de partager avec vous vraiment très, très brièvement, c'est que nous, notre rôle au sein de Ping, donc on est une association d'éducation populaire, notre posture en termes de contribution au commun numérique, c'est beaucoup en fait autour de la coordination et de mettre en action des personnes et des individus au sein de nos lieux, soit pour produire en commun des ressources, des outils, ou contribuer au développement ou contribuer à l'entretien et produire des savoirs en commun. Donc, on peut des fois intervenir directement sur le développement d'un outil ou l'entretien d'un outil ou faire un don à une structure ou à un mouvement pour continuer le développement d'outils qu'on utilise aussi au quotidien. Mais c'est vrai que notre posture au quotidien, c'est beaucoup en fait créer le cadre et les conditions pour que des personnes issues de différents horizons se rassemblent et mettent en commun, créent en commun, produisent en commun. Donc il y a pour moi la notion de commun numérique, elle est à la fois dans les objets, les outils, les ressources qu'on va créer, mais aussi le cadre en fait qu'on mobilise, qu'on met en action pour produire ces choses-là. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre des communs numériques. C'est à la fois les communs en tant
objet produit, et aussi tout le cadre commun en fait qu'on met en place autour de ça et qui me semble très, très important dans cette question-là. Dans le type d'activité, par exemple, qu'on peut mettre en place quand je parle de coordination pour mettre des personnes en mouvement sur la question des communs, globalement, dans nos lieux, on a une programmation d'activités et différents formats qui permettent de pouvoir rassembler des personnes, des structures. Parmi eux, il y a notamment les open ateliers, qui sont des temps de pratique, d'échange, de production, de savoir en commun, et d'autres types de formats qui permettent ça aussi, comme le Summer Lab, qui est une sorte d'université d'été créative où il n'y a pas de programme préétabli, mais où toutes les personnes qui participent à, cette, à cet événement viennent partager, mettre en commun des outils, des ressources, partager leur savoir, leurs connaissances, et le font aussi sur la base du volontariat. On a aussi, alors là, du coup, c'est plus en termes d'outils, un wiki, fablabo.net, qui est une base qu'on a mis en ligne et qui permet de la même façon, par exemple, que Wikipédia, à qui le souhaite de pouvoir partager ses savoirs, ses connaissances, des tutos. On y partage aussi beaucoup de ressources sur les machines et les outils qui sont mis à disposition dans les lieux et qui sont aussi quelque part des communs, ou en tout cas des biens communs mis à disposition à toutes les personnes qui fréquentent nos lieux. Donc fablabo.net, ce wiki est un site ressource voilà, qui est bien accessible. Pour continuer là-dessus, je souhaitais maintenant vous parler de comment on produit des ressources, des communs numériques. Je vais être très rapide sur cette partie-là. Vous pouvez retrouver en ligne notre site ressources, ressources.pingbase.net, sur lequel on partage voilà, plein de choses liées à nos explorations, sous licence libre pour que ça puisse être utilisé, remixé, et sur lesquels vous trouverez beaucoup de communs. On a aussi fait des publications, notamment de retours d'expérience sur l'atelier partagé, sur le Fab Lab, sur l'obsolescence programmée et les ateliers de co-réparation qui sont disponibles et téléchargeables. Et on a aussi, de façon plus liée du coup à mes missions là, de développement pédagogique, commencé aussi à créer un petit portail sur la mise en commun et les communs autour des ressources éducatives libres, ouvertes, où on vient aussi documenter nos pratiques pédagogiques. Donc ça, voilà, je vous le partage et au plaisir d'échanger avec vous aussi sur ces sujets-là. Un dernier mot aussi pour vous dire qu'un des projets qui nous anime en ce moment, c'est qu'on réfléchit au travers d'un groupe de travail à justement la question du commun et de comment on peut produire du commun ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, et quel cadre on peut venir expérimenter. Et donc c'est la question d'un laboratoire commun qui nous anime et qui sera l'objet aussi de rendez-vous, notamment en 2021, sur cette question-là, où on aura l'occasion de lancer des invitations aussi pour réfléchir collectivement à ce que ça veut dire qu'un laboratoire commun vis-à-vis des communs numériques et de la façon de faire en commun. Un dernier mot sur pourquoi tout ça, ça nous semble important, qui était un des questionnements aussi de départ. Là, je referai juste un petit mot sur notre projet associatif, où voilà, notre base et notre engagement en faveur des communs, c'est très clairement d'essayer de contribuer ou d'agir sur l'émancipation, la puissance d'agir individuelle et collective des personnes qui fréquentent nos ateliers, qui cheminent avec nous sur les sentiers numériques, et que pour nous,
les communs numériques, c'est un des ingrédients indispensables en fait, pour pouvoir imaginer et expérimenter des nouvelles manières peut-être de vivre ensemble et qui sont, notamment avec cette année 2020, tout à fait urgentes et bienvenues. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Voilà un petit aperçu un petit peu rapide et fouillis de toute notre action Ping sur les communs tiers-lieux numériques. Et je suis à votre écoute pour vos remarques et vos questions. Merci. Merci beaucoup, Maëlle, d'avoir à peu près respecté ton temps à 2-3 Ouais, minutes. désolé. 2-3 minutes près, ça reste acceptable. Ok. Du coup, ça nous laisse le temps peut-être de prendre juste une question. Après, on prendra des questions à la fin, une fois qu'on aura fait toutes les interventions. Il y avait une question assez technique. Je ne sais Ouais, pas si tu vas pouvoir nous répondre en direct, mais je crois qu'Alexandre était je vais partant essayer en tout cas. Si je peux pas, on pour une essaiera de trouver formation. où est-ce qu'on peut trouver la réponse. Comment est-ce qu'on fait une présentation sur un pad CaudiMD, comme tu l'as fait Ah bah ouais, très bien. Ouais, donc ça, je vous mets le lien dans le chat si vous voulez, parce que dans CaudiMD, il y a une fonctionnalité du coup de slide. Et voilà, vous Est-ce que allez tu peux voir, vous dire pouvez un faire mot sur ce que du c'est copier-coller. CaudiMD, peut-être juste en 20 secondes? Ouais, complètement. CaudiMD, donc vous connaissez les Framapads, les Etherpads peut-être. CaudiMD qui va bientôt, ou se renomme d'ailleurs EdgeDoc. C'est un commun numérique qui a été lancé à l'occasion de NEC 2018 à Nantes, qu'on a co-organisé. Et qui depuis est maintenu pour pouvoir permettre à d'autres aussi de pouvoir créer des ressources partagées et bosser de façon collaborative à distance, et qui, sans rentrer dans les détails techniques, nous est devenu un outil indispensable au quotidien parce que en complément, par exemple, de la prise de notes en texte, on peut facilement y insérer des images, des vidéos et faire des présentations, etc. Et c'est du Markdown. Et le Markdown qu'on utilise, donc la syntaxe qu'on utilise sur ces pads, c'est une syntaxe qui a été créée par Aaron Swartz. Je vous laisserai aller chercher qui c'est si vous ne l'avez pas déjà identifié. Voilà, je vous mets dans le chat le lien vers le tuto pour faire des slides sur CaudiMD. Et je vous laisse la parole. Super. Je ne savais pas que ça avait été créé par Aaron Swartz, donc merci. Je vous propose qu'on enchaîne avec Constance Garnier du Conseil scientifique du Réseau français des Fab Labs, qui va nous présenter comment les Fab Labs contribuent au développement des communs numériques et à la diffusion de la culture libre et open source par ailleurs. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être là. Donc oui, moi, je m'appelle Constance Garnier. Rapidement pour me présenter, j'ai tout récemment soutenu une thèse en sciences de gestion sur les modes de coordination intra et inter-Fab Lab. Je suis au conseil scientifique de l'association Réseau français des Fab Labs depuis 2017. Et puis, en fait, j'étais active dans le milieu des Fab Labs en France depuis 2014. Et donc, j'ai eu le plaisir de participer à la structuration collective de cet assaut du RFF en 2015. Avec du coup une position un peu particulière, puisque j'ai été donc, très active dans le Fab Lab Artilect à Toulouse en particulier pendant plusieurs années, mais mes compétences techniques sont extrêmement limitées et ma contribution à ce lieu-là et plus largement à l'environnement des Fab Labs en France se situe plutôt sur des enjeux d'animation et donc plus récemment de recherche. Alors, du coup, je trouve ça chouette de pouvoir enchaîner. Donc, je n'ai pas prévu de support de présentation, mais il y a quelques éléments que je voulais mettre en exergue sur ce sujet-là. Et puis, je pense que ce sera intéressant de tous échanger après. Et puis, donc, par rapport à l'intervention que vient de faire Maëlle, moi, je vais être plutôt sur
donc les enjeux des communs dans les Fab Labs, mais aussi entre les Fab Labs, du coup, puisqu'il y a déjà beaucoup d'exemples que Maëlle a pu donner sur comment ça se manifeste au sein d'un lieu, et en l'occurrence de Plateforme C, mais qui s'applique finalement à plein d'autres Fab Labs et ateliers de fabrication numérique en général. Mais donc, il y a dans la notion de commun, comme elle a été très bien redéfinie au début, il y a l'idée, il y a la notion de la ressource en elle-même, mais aussi des interactions sociales qui se constituent autour de cette ressource et des enjeux de gouvernance et de définition collective, de modes de gestion, de règles de gestion autour du commun. Et dans les Fab Labs en général, la question des communs, elle se traduit de différentes manières, donc déjà sur la mise en commun matérielle de l'espace, de l'outillage, etc., et donc de la définition collective des règles qui vont de gestion, avec un certain nombre de communs numériques comme ils ont été présentés là, donc à la fois en termes d'outils et de données, et qui ont souvent cette ambivalence. Et puis, il y a une dimension aussi tout à fait centrale dans chaque Fab Lab et l'interconnexion des Fab Labs, qui est la question de la création de nouveaux communs, donc de la connaissance et de l'information, et où l'ADN des ateliers de fabrication numérique et des Fab Labs en particulier, l'idée des Fab Labs, je pense que vous êtes beaucoup en être très familiers ici, mais au cas où je le reprécise, c'était vraiment l'idée de créer un réseau de laboratoires locaux qui permettent de favoriser l'autonomisation des populations en facilitant la possibilité pour chacun de produire au plus près des biens qui répondent à des besoins extrêmement spécifiques et personnels, et en interconnectant ces lieux, en faisant en sorte qu'ils aient le plus possible des parcs machines communs qui leur permettent donc de partager toutes les connaissances qui sont produites. Donc partager, en l'occurrence, ça veut dire partager les fichiers qui permettent de reproduire les objets qui sont créés, avec cette idée que finalement, quand on répond à des besoins extrêmement spécifiques et personnels, eh bien, on a beaucoup de chances que ce besoin-là, il soit extrêmement pertinent en étant adapté ailleurs, mais pour pouvoir l'être, encore faut-il que la connaissance soit correctement partagée. Donc, dans les Fab Labs et sur la mobilisation des communs, il y a et la contribution, il y a deux principaux enjeux. Si j'essaye de résumer, il y a une dimension matérielle de développement du commun numérique, puisque ce sont des espaces dans lesquels il y a du détournement effectif et de l'action qui est rendue visible sur l'utilisation de ces plateformes-là, dans lesquelles on a accès au cœur du réacteur. Et donc, c'est des espaces de production de ces contenus. Et puis, il y a aussi une dimension immatérielle et sociale, une dimension de médiation numérique, et donc qui favorise l'appropriation de ces solutions-là par des usagers, et l'appropriation de ces solutions concourt à leur rentabilité, puisque encourager les usages, c'est encourager l'efficience des outils, non seulement en permettant leur amélioration, mais en plus leur diffusion. Et puis, ça permet dans le cas du coup spécifique des Fab Labs au niveau du réseau, puisque du coup, j'avais dit que c'est là que j'allais plutôt me situer. Il y a une dimension qui est assez intéressante, qui est le fait de constituer des intermédiaires de niche, ou des intermédiaires pour communiser le commun. Donc, par exemple, sur ce que disait, je rebondis sur cette double focale du local dans le lieu et du global entre les lieux, mais chaque lieu, chaque Fab Lab va chercher à développer du commun de la connaissance à l'échelle de son lieu. Et donc, c'est pour ça que je le précisais au début de mon intervention, avec cette notion des interactions sociales et de la gestion collective et de la définition collective des règles. Et ça peut contribuer à quelque chose qui est très courant dans le monde du logiciel libre et de l'open source, qui est une forme de babélisation, où il y a une multiplicité de reproduction des mêmes outils, puisque chaque Fab Lab, en l'occurrence, vu que je prends cet exemple-là, va développer sa propre plateforme. Donc, il y a un enjeu de mettre en commun le commun et de créer des façons d'articuler les plateformes et les outils numériques qui sont créés par des petites communautés. Et puis, quand je disais intermédiaire de niche, je pense qu'un des gros intérêts des Fab Labs qui est encore à développer, c'est leur capacité
de créer des plateformes et des liens communs sur des sujets de niche. Et je pense par exemple à 2 exemples un peu spécifiques pour illustrer ce que je suis en train de dire. C'est d'une part, par exemple, l'exemple de My Human Kit, où les Fab Labs et les AFN en général permettent la création de communautés de pratiques autour de sujets bien spécifiques. Donc pour le cas de My Human Kit, la création de devices par et pour des personnes, alors valides ou non, mais en général en lien avec des formes de handicap ou de déficience. Et puis un projet plus récent que je trouve extrêmement intéressant aussi est celui de la création du matériel open source dans le monde de l'infrastructure spatiale avec l'association Open Space Maker. Et il y a du coup cette capacité que permettent les Fab Labs d'avoir un sujet en particulier et de constituer une communauté de production. Donc l'association Open Space Maker qui est hébergée à l'Electrolab et qui a permis, juste pour donner quelques exemples, et c'est des choses qui pourront être discutées après, et puis éventuellement en les interpellant eux, avec la création de lanceurs orbitales open source, de systèmes de guidage de parachute, et où on a là affaire à quelque chose de très intéressant, puisque c'est le Centre national des études spatiales, le CNES, qui est à l'initiative de la création de cette association-là et de son soutien, et qui avait la volonté de créer des rapprochements entre, d'une part, l'univers des Fab Labs et de l'open source, et d'autre part, l'univers de la création d'infrastructures spatiales. Voilà, j'arrive un peu au terme de tous les éléments que je voulais mettre sur la table. C'était peut-être un peu décousu, mais pour résumer, voilà, il y a cette idée-là de création de connaissances qui est centrale pour viser l'autonomisation des populations. Et en fait, dans le cadre des Fab Labs, c'est bien la fabrication distribuée comme grand objectif qui est mis en avant et qui nécessite un partage global des informations et donc des formes d'intermédiation, de traduction entre les communautés. Merci beaucoup. Constance, j'ai le micro ou pas ? Oui. Ok, merci beaucoup Constance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Constance a décrit ? Avec des exemples très concrets, je mettais pour plaisanter vraie histoire à propos d'Open Space Makers, mais il y a vraiment des projets de fabrication de satellites open source en lien avec le Centre national d'études spatiales et des Fab Labs. C'est assez intéressant pour repréciser aussi que les Fab Labs, dans les Fab Labs, on ne fait pas de l'open source aussi juste pour se faire plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas si on se fait vraiment plaisir au fond en faisant de l'open source, mais c'est un autre sujet. Pas de questions ? Vous voulez qu'on passe à... Je vous ai mis un petit lien aussi sur la charte de collaboration qu'a créée l'association Open Space Makers, justement avec cet enjeu que c'est pas que du logiciel, le spatial, c'est aussi des infrastructures et du matériel. Et du coup, ça pose des questions pour le coup assez complexes de propriété intellectuelle parce qu'on ne réplique pas des bouts de fusée comme on réplique du logiciel. Et ils se sont un peu creusés les méninges. Donc, si vous voulez aller jeter un œil, ils ont posé quelques principes dans cette charte. C'est un peu cliché la fusée, ils font pas du tout des fusées, hein, mais Laisse-nous rêver, Caroline. oui, j'ai cru pendant longtemps et un jour ils m'ont dit arrête de dire ça, c'est pas des fusées. Quelle est l'économie de tel projet ? Ok. Donc là, Constance, je te laisse répondre. Caroline, je sais que tu connais aussi un peu le sujet, donc n'hésite pas à compléter. Bah, pour le coup, peut-être que Caroline fera moins une réponse de Normand que moi. Enfin, j'espère ne vexer personne en disant ça. Mais en fait, l'économie de tel projet, il y en a plusieurs. Et je vais répondre plutôt par une ouverture de questions parce que c'est un sujet que moi, je ne maîtrise pas. Mais il y a une grosse réflexion qui est en cours et depuis longtemps dans les différents rassemblements de Fab Lab qui portent sur le fait qu'il y a je ne dis pas que la compétence est absente, mais il y a un déficit de compétences, en tout cas au niveau des personnes qui encadrent et qui animent les lieux, sur la formation et la sensibilisation déjà aux différentes natures de licences libres, à leur diversité, à leurs nuances et aux modèles économiques qui peuvent être construits autour de chacune d'elles. Donc, moi, je ne suis pas du tout experte de ce sujet-là. Certaines personnes le sont et c'est une articulation un peu complexe avec la possibilité
finalement, on retrouve une espèce de tension qu'il y a dans l'open source de façon générale, où c'est moins ergonomique puisqu'il faut y aller soi-même et mettre les mains dedans et adapter la solution à sa situation personnelle. Mais en même temps, du coup, ça permet d'avoir des situations extrêmement finement adaptées à ce dont on a besoin de faire. Mais les modèles économiques sont très largement possibles et dépendent un peu des choix des choix de licence et des choix de qu'est-ce qui est vendu. Est-ce que c'est le service qui va à côté, l'outil en lui-même, etc. C'est un vaste sujet. Je veux bien que tu complètes, Caroline, en 30 secondes, bon, en 1 minute, parce que c'est un sujet complexe. Mais je pense que Benoît et aussi Alexandre ajouteront des éléments sur l'économie de ces projets, avec des modèles notamment économiques un peu différents, des formes de budget contributif. Donc, on y reviendra aussi par la suite. Je compte sur toi, Benoît. Vas-y, Caroline, pardon. Oui, moi je vais faire très rapidement parce que c'est un vaste sujet. Donc, mais en effet, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plein de modèles économiques différents en fonction des communs qui dépendent vraiment des besoins du projet. Je pense qu'il ne faut pas essayer d'imposer un modèle économique. Il faut se demander de quoi la ressource a besoin pour être pérennisée dans le temps et répondre aux besoins de ses membres. Et qu'à partir de là, il faut explorer différents modèles économiques. Et après, ça dépend totalement des besoins du commun. Il y a parfois des modèles très industrialisés où on est sur de la vente de services autour de logiciels. Mais parfois, on a des communs comme Wikipédia où on est sur des systèmes de dons. Donc, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de modèles économiques différents et qu'il ne faut surtout pas essayer d'en imposer un plus qu'un autre. Bon, c'est une réponse un peu floue comme ça, mais on peut en parler longtemps. Oui, c'est ça, c'est un vaste sujet. Je pense qu'il y a d'autres Oui. d'ailleurs ateliers de numérique en commun sur le sujet. Donc, à suivre, je vais donner la parole à Catherine qui va continuer de nous faire rêver, moins par le spatial cependant que par l'éducation nationale, mais qui est un sujet tout Ah, et aussi... pas que. Et pas que. Pas que. Je t'en prie, Catherine. L'éducation dans son sens large du terme. Bonsoir à tous. Enfin, on peut dire bonsoir parce qu'il fait nuit. Je me présente, je suis Catherine Villeray, je suis femme manager et je suis aussi membre du bureau de Tiers-Lieux Édu. Donc, Tiers-Lieux Édu, alors je ne sais pas si je peux partager mon écran, mais je pense que c'est aussi la minute technique. C'est le moment. Ça y est, tu peux. Ça y est, je peux. Alors, partager l'écran et... Est-ce que ça va m'envoyer au bon endroit? Est-ce que ça va m'envoyer au bon endroit? Excusez-moi, un petit temps. Est-ce que c'est ça? Non. Je ne le vois pas. Ça, c'est pas drôle. J'ai prévu un truc et je ne le trouve pas. C'est ça là. Allez. Est-ce que vous voyez? C'est bon? Alors, Tiers-Lieux Édu, c'est une association. C'est une association qui vise qui regroupe des acteurs de l'éducation et de l'éducation populaire et des Fab Labs pour essayer de favoriser les liens justement entre tout ce qui est tout le monde éducatif et le monde de la fabrication numérique et de la fabrication distribuée, en proposant des outils, de la documentation, des ressources et favorisant l'agrégation d'une communauté, les échanges entre pairs. Donc, dans ce cadre-là, Tiers-Lieux Édu et travaille depuis déjà presque un an à le lancement d'une plateforme qui s'appelle Fabrique Édu et qui en fait a été créée dans le cadre d'un événement qui devait avoir lieu au mois de mai et qui a été reporté pour cause de Covid, et donc qui s'appelle la semaine « Je fabrique mon matériel pédagogique ». Le but, c'est de créer un événement dans 20 lieux sur le territoire francophone et au-delà même avec un partenariat de déploiement en Afrique de l'Ouest avec le réseau des Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, et de donner la possibilité d'ouvrir les Fab Labs au monde de l'éducation et aux
aux enseignants et du primaire, du secondaire, mais aussi l'éducation populaire, pour venir fabriquer leur matériel pédagogique et donc découvrir à la fois les Fab Labs et toutes les possibilités que les Fab Labs offrent justement en autonomie pour, pour créer du matériel spécifique et sur mesure en petite série. Ou disons, les classes, c'est toujours un petit peu des petites séries parce que dès qu'on fait de l'éducation pour les enfants, il y a souvent besoin de plusieurs éléments. Et donc, du coup, là, l'avantage du Fab Lab est évident dans ce cas-là. Et donc, on a développé la plateforme avec en fait, on a voulu que le tiers-lieu édu fonctionne vraiment sous forme de communauté. On a un forum on documente toutes nos rencontres contributives et dans le même état d'esprit, on a cherché à ce que cette plateforme elle réponde vraiment à un besoin et qu'elle soit faite de façon en plusieurs itérations, mais de façon le plus proche possible du besoin et des retours utilisateurs. Donc, on a fait une première itération de la semaine je fabrique mon matériel pédagogique au mois d'octobre avec la fabrique. Donc, c'est un petit Fab Lab un Fab Lab à la Rochefoucauld avec je dis petit, je ne vais pas dire petit, c'est pas vrai, c'est des grands. Et avec Erwan Vapro, donc, qui est un membre de Tiers-Lieu Édu. Et donc, ils ont décliné un petit peu différemment l'événement et ça nous a permis de mettre un petit peu au point les besoins et les temps de documentation qui pourraient être utilisés pour l'événement. Donc, le principe, c'est là, ils ont fait une réunion de préparation. Ensuite, ils ont fait de la fabrication en découvrant d'abord les machines et ensuite en mettant en avant, en mettant en avant la fabrication de leur projet. C'est-à-dire, première étape, présentation de l'événement, deuxième étape, découverte des machines, et troisième étape, fabrication et documentation. Donc, le résultat de cette première étape, ça a été donc 30 enseignants qui sont venus sur 3 demi-journées, 6 objets qui ont été documentés. Et donc, c'est là qu'on arrive au cœur de l'objectif de la plateforme. C'est une plateforme de documentation et c'est une plateforme libre. Et donc, on part du principe que pour pouvoir permettre la fabrication distribuée de ce matériel pédagogique, il faut une certaine centralisation des ressources et une possibilité d'itération, de modification, donc évidemment dans du libre. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de l'atelier des chercheurs. Et c'est avec eux qu'on a développé la plateforme. Alors, on travaillait déjà avec eux sur notre outil de documentation en ligne dédié qui s'appelle Doudoc Tiers-Lieu Édu, qui est un outil, je ne sais pas si vous êtes familier avec, qui permet de documenter à la fois du texte, enfin faire des articles, de faire du dessin, du montage vidéo, des animations, des sons sur vidéo, etc. Enfin, tout un tas de choses intéressantes. Et en fait, on s'est basé là-dessus pour créer une plateforme dédiée par rapport à l'événement. Et donc, le but, c'était de créer un commun donc, pour accompagner cette fabrication numérique. Et vous voyez ça, en fait. C'est ça, c'est gênant, ça. En tout cas, moi, ça me gêne. Je ne sais pas comment on l'enlève. Le truc de partage d'écran. Désolée. Ah, voilà, il fallait faire ça, c'est tout. On le voit dans le film. Oui, c'est ça, vous le voyez. Donc, en fait, voilà, le principe de la plateforme, c'est donc, on a créé les gabarits, on a travaillé aussi avec des retours d'utilisateurs pour créer les gabarits de documentation. Donc, on a beaucoup réfléchi sur ce qui est le plus simple pour documenter. Et en fait, ce que l'atelier des chercheurs a créé, c'est un outil qui est dédié, c'est-à-dire on n'est pas obligé de passer directement par Doudoc. On a déjà des gabarits qui sont préparés et donc on n'a que à remplir étape par étape la documentation. On a eu plusieurs gabarits qui ont été abandonnés. Là, on en voit un petit peu une liste. Mais donc, voilà, on a avancé comme ça par itération. Et le but, c'était d'ouvrir un peu d'ouvrir le Fab Lab à cette nouvelle communauté, d'élargir la communauté des makers et de faire entrer vraiment
les enseignants et les éducateurs dans l'apprentissage par le faire, que les Américains appellent la maker-ed. Et donc, en se mettant en situation de fabrication. Il y a trop de choses sur mon écran. Donc, on a élaboré un processus de documentation. Donc, où ça, c'était l'interface que je vous ai montré, la première, l'interface d'origine. Et on a créé une interface simplifiée qui permet, en fait, à partir d'une page Internet simple, de créer une documentation et d'arriver à la diffuser ensuite sur notre plateforme Fabrique Edu. Voilà. Et donc, c'est ça. Et donc, en fait, une fois chacun va remplir une fiche résumée. Et donc, à l'intérieur, on peut accéder. Donc, ça, c'est la fiche résumée qui donne des informations importantes sur les besoins en machine, le temps, le niveau de scolaire auquel ça se rattache. Et ensuite, on peut accéder à une fiche complète de documentation qui, là, va permettre justement de donner toutes les informations de fabrication, vraiment une fabrication pas à pas avec toutes les informations, les vidéos, on peut mettre tout un tas de choses. Donc voilà, c'est une plateforme de documentation. L'intérêt, c'est qu'elle est vraiment, elle veut se développer spécifiquement pour la communauté éducative avec les enjeux qui vont avec, notamment en termes de niveau, de moyens et de choses comme ça. Et nous avons travaillé, donc Erwan a documenté son retour d'expérience sur notre forum. Et ça fait vraiment partie de la construction de l'outil, c'est-à-dire que de ces nombreux retours d'expérience, on va pouvoir continuer à améliorer l'outil en sachant qu'on a un objectif à la fin de la semaine de fabrication. Je fabrique mon matériel pédagogique, donc qui est au mois de janvier. On a un objectif d'avoir une 50aine de fiches remplies à ce moment-là. Et donc, le but, c'est donc de rapprocher les tiers-lieux du monde de l'éducation, de faire venir des enseignants et aussi de faire bénéficier au Fab Lab des apports pédagogiques des enseignants dans tout ce qui est transmission. Et nous, on croit beaucoup à la possibilité d'émergence d'un nouveau métier par rapport au marché de l'éducation qui serait un pédago-maker, ce que Christophe a appelé le pédago-maker, c'est-à-dire c'est un maker qui s'occupe spécifiquement de travailler avec les enseignants ou qui est lui-même enseignant pour adapter ou pour inventer du matériel pédagogique et qui le fait en fabrication distribuée, non pas dans la tech ni dans le système commercial traditionnel. Et on rêve même de résidence inversée où les Fab Labs pourraient aller rendre visite aux écoles et les acculturer dans la démarche. Donc, c'est vraiment créer du lien entre ces mondes parce que il semble que c'est un bénéfice mutuel pour les tiers-lieux et pour les éducateurs. Christophe fera une formation, je crois que c'est Christophe qui fera une formation ouverte à tous mercredi 16 décembre. Donc, on rentrera beaucoup plus dans le détail de la plateforme. Et puis, voilà, donc c'est un commun en construction. C'est le premier on espère, d'une longue lignée d'outils à destination de la pédagogie des makers et des éducateurs. Merci voilà. Catherine. Est-ce que juste en une minute, tu peux donner un exemple ou deux de ce que vous avez pu produire comme outil pédagogique, Oui. même si, voilà, de choses que vous avez documentées et de ce qui circule. Donc là, celui-là, par exemple, c'est un outil qui a été fait dans le cadre d'un travail sur la préhistoire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a permis de créer un objet pérenne, à la différence de ce qu'on pourrait faire. Donc les enseignants ont beaucoup l'habitude. Les enseignants en France, on a de la chance, ils ont l'habitude de beaucoup documenter déjà.
et de beaucoup partager leurs ressources, sauf qu'ils le font sur des blogs, leurs blogs en général. Et là, l'avantage, c'est qu'on mutualise l'élément, enfin, les ressources de fabrication. Et je ne sais pas ce que vous montrez là-dedans. Ça, vous l'avez déjà vu. Enfin, on a essayé de s'adresser à des gens qui ne sont pas forcément des gens qui sont habitués au Fab Lab, et donc de donner tous les petits trucs, les petits problèmes qu'on peut avoir sur le chemin de la fabrication. Des possibilités d'ouverture, des possibilités d'itération. Et donc, ça, c'est une des choses qui a pu être faite. Maintenant, si vous voulez voir toutes les autres, donc ils ont fabriqué un abac jusqu'à 10, comme ça, avec des perles. Ils ont fabriqué un glisse-nombre avec une découpeuse laser. Tout ça, ça a été documenté. Donc, un glisse-nombre, ça permet d'aider les enfants à comprendre la numération et les quantités. Donc, ça, c'est la documentation de la fabrication, mais vraiment, c'est plus sur l'objet en lui-même. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Rémi. Voilà, c'est un peu tous les genres de choses qu'ils ont fabriquées. Des cubes. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour des maths pour l'instant, mais on cherche à ce que ça s'ouvre justement à d'autres matières. Une bonne nouvelle, parce que je crois qu'au cœur de Oui, on en a besoin, ouais. Notre niveau en maths est remis en question. J'ai l'impression que vous agissez au bon endroit. C'est pour la manip. En fait, c'est vrai que l'objectif en général de ces outils, c'est de fabriquer, une fois qu'ils sont fabriqués, c'est de favoriser tout ce qui est manipulation. Et à la différence d'objets qui seraient fabriqués en carton ou en papier laminé, comme ça se fait souvent dans les écoles primaires, c'est des outils qui sont destinés à rester plus longtemps parce qu'ils ont été fabriqués en bois, parce qu'ils seront plus écologiques aussi. Et voilà, donc c'est un peu l'idée de tout ça. Bien, merci beaucoup, Catherine. J'en prie. Alors, j'arrête le partage. Il y a des questions sur ce sujet, ou est-ce que ça vous semble assez clair? Il y avait une question sur sur les outils techniques avec lesquels vous avez construit Doudoc. J'ai partagé le GitHub. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Sylvain. OK. Ça répond à sa question. Oui, ça fait partie de l'élite qui maîtrise GitHub. Donc, Mais dans ce cas, je vous invite je vous invite aussi soit déjà à participer, si vous vous intéressez au sujet, à participer à la formation, et puis à vous manifester aussi sur le forum si ça vous intéresse en tant que Fab Lab ou en tant que contributeur de Fab Lab, de participer à la semaine où je fabrique mon matériel pédagogique. Pour créer justement ce commun documentaire et de commencer à donner vraiment des visibilités sur les ressources possibles et les possibles. Voilà, donc ça, c'est vraiment une première chose. Et puis, il y a l'atelier des chercheurs aussi, vous pouvez aller sur leur site. Si vous ne connaissez pas, on peut vous mettre en... Enfin, de toute façon, Doudoc, ils sont tous sur ils sont membres de l'association et ils sont souvent présents sur le forum, donc n'hésitez pas à leur poser des questions. Louis et Pauline sont très heureux. Louis s'occupe de le développement, il sera très heureux de répondre aux questions, ou sur leur propre forum aussi. Voilà. Et puis j'ajoute, avant de passer la parole à Alexandre pour faire une dernière fois la pub de Tiers-Lieu Édu, et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est des professeurs, en fait, et pas que. Mais donc c'est des professeurs, des passionnés, pas que des gens qui étaient experts des Fab Labs, mais qui ont commencé à initier des démarches. Beaucoup de membres de Tiers-Lieu Édu ont dû se battre, entre guillemets, pour faire subsister leur dynamique de Fab Lab au sein de leur collège ou de leur lycée. Et ensuite, ensemble, ils ont construit des infrastructures communes. Enfin, ils sont en train de construire des infrastructures communes. On le voit avec Doudoc, et de partager des outils. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est produit est construit par ces enseignants et ces passionnés et ces acteurs qui ont envie de contribuer à de nouvelles formes d'éducation va pouvoir être partagé. Que ce qui est fait dans le cadre de la semaine « Je fabrique mon matériel pédagogique », si c'est fait à Giou-de-Mamou, au fin fond du Cantal, que je vous recommande par ailleurs, ça peut être partagé ailleurs dans d'autres villes.
Et n'importe qui va pouvoir le reprendre, l'améliorer, documenter son amélioration. Et ça participe d'un cercle vertueux qui est construit en fait par des profs, par des passionnés, par des acteurs de l'éducation, pour d'autres acteurs de l'éducation. Voilà, c'était juste mon plaidoyer du moment. Et sur ce, je vais laisser la parole à Alexandre Bigot-Verdier, qui a plusieurs casquettes, un passé assez lourd au sein de la mission Société numérique. Il a lui-même participé à la préfiguration du programme Nouveau Lieu, Nouveau Lien, avant de rejoindre la Compagnie des tiers-lieux et de participer à la COP des communs, au sein de laquelle il a rédigé un rapport sur les plateformes coopératives. Donc, il va pouvoir faire le lien assez parfaitement entre plateformes coopératives et tiers-lieux. Donc, voilà, on compte sur toi, Alexandre. Merci beaucoup Rémi et merci pour cette présentation synthétique qui m'économise du temps précieux s'il en est. Du coup, je fais aussi un partage d'écran si tu m'en donnes le droit. Là, ça devient encore plus technique. Catherine, est-ce que rapidement, dans la liste des participants, tu peux nommer Alexandre? Oui, Benoît, je te vois. Je n'ai pas le compte Zoom avec assez d'argent pour avoir plusieurs animateurs. Quand tu veux que je fasse quoi? Alexandre BV et que tu le nommes animateur. Pourquoi c'est à moi de le nommer maintenant? Oui, parce que tu Ah, génial. Toi, Alors, c'est une prouesse technique. il est où? Alexandre. Je dois être en haut du coup, c'est par ordre alphabétique. Alexandre BV. Donc là, je te fais hop, nommer animateur. C'est parti. Incroyable. Oh mon Dieu. Super. Hop, je partage mon écran vite. Ok. Est-ce que vous voyez une dune dans la nuit ou vous voyez une slide là? Une slide. Ok, nickel. Donc, en effet, je vais vous parler des plateformes coopératives et je vais faire le lien avec les tiers-lieux, mais comme c'est un concept qui ne parle pas tant que ça, je vais juste faire une introduction de quelques minutes pour que vous compreniez ce qu'est une plateforme coopérative. Pour ça, je m'appuie un peu sur le confinement et notamment le premier confinement qui a vu les besoins du numérique se faire bien amplifier pour organiser un peu la solidarité. Toutes les personnes qui étaient un petit peu démunies de la fermeture de pas mal de services. Et en fait, on a vu que sur beaucoup de secteurs d'activité, il a fallu utiliser le numérique pour continuer à s'organiser. Les principaux secteurs qui ont été touchés, c'est le secteur alimentaire, puisqu'on a fait les marchés ont été fermés, la logistique pour arriver à se livrer des choses les uns les autres tout en restant confinés, l'entraide, savoir qui dans son quartier avait besoin d'aide concrètement, le logement, comment est-ce qu'on met en place des logements vacants pour les soignants, les travailleurs en première ligne qui n'avaient pas envie de faire prendre un risque à leur famille, et la résilience économique des entreprises. Je fais ça très très vite, mais en gros, sur tous ces sujets-là, on s'est intéressé aux plateformes coopératives, aux plateformes collaboratives, Uber, Airbnb, Deliveroo, on jouait tous ces services-là. Et puis, on a commencé à documenter un peu toutes les externalités négatives qu'on connaît bien de ces plateformes qui se sont fait encore plus prégnantes. Et la question suivante s'est posée, c'est que autant l'ubérisation du secteur marchand, on peut toujours se dire les pauvres taxis, ils n'avaient pas vu venir Uber, un peu tant pis pour eux. Et on peut toujours un peu se cacher derrière cette vision schumpeterienne de l'économie. En revanche, quand on commence à toucher des infrastructures critiques de la solidarité et de la résilience des territoires, la question se pose quand même encore plus, de ce qu'on est prêt à subir les externalités négatives de ces plateformes numériques pour l'intérêt général, quoi. Du coup, comment on fait pour avoir des solutions qui n'ubérisent pas les mécanismes de solidarité et les mécanismes de résilience? Eh ben, la réponse, c'est des plateformes qui existent déjà, en fait. Les plateformes coopératives qui étaient un petit peu marginales jusque-là et qui ont vu leur utilisation exploser depuis le confinement, parce qu'on en voit encore plus l'intérêt maintenant et ça sort un peu du militantisme pour rentrer dans la conscience collective que ces plateformes relèvent de l'intérêt collectif et peut-être même de l'intérêt général. En fait, c'est des plateformes qui concrètement font en sorte qu'on ait une gouvernance qui soit inclusive de toutes les parties prenantes, qui partagent équitablement la valeur, qui gèrent les données de façon éthique et qui rémunèrent correctement les travailleurs impliqués.
Grosso modo, ça veut dire qu'avec une plateforme coopérative comme CoopCycle, qui est l'équivalent d'Uber Eats ou Deliveroo, eh ben, on va rémunérer correctement les livreurs parce qu'ils vont être les propriétaires de la plateforme. En fait, ce sont des infrastructures numériques qui sont remis au service de la coopération de leurs parties prenantes parce que ce sont des parties prenantes qui la possèdent et qui la développent. Donc, ces plateformes coopératives, on voit que on va pouvoir se baser sur elles pour s'assurer de la résilience en cas de prochain confinement. Grâce à elles, grâce à CoopCycle, on va pouvoir mettre en place un service de livraison à vélo qui soit éthique, qui rémunère correctement, qui ne mette pas en danger ses livreurs. On va pouvoir gérer l'approvisionnement de produits frais et bio locaux grâce à Coop Circuit, qui est une plateforme qui est un peu l'équivalent de la ruche qui dit oui, mais qui est coopérative et qui est à destination des producteurs. On va pouvoir, sur Airbnb et les réseaux de passage, mettre à disposition des logements vacants, réinventer un petit peu le tourisme en faisant en sorte d'avoir de l'hébergement touristique temporaire qui ne soit pas basé sur le surtourisme. Et donc, en fait, ces plateformes-là, elles existent déjà. Il y a déjà un mouvement qui, notamment mondial, qui les fédère, qui s'appelle le Consortium des plateformes coopératives, Plateforme Coop. Il y a même un MOOC qui s'est monté à l'occasion du dernier confinement pour accélérer le développement de nouvelles plateformes coopératives. Nous-mêmes, Coop des communs, on a été sollicités par la Commission européenne pour documenter les plateformes qui fonctionnaient bien, parce que comme ce sont des communs, elles sont souvent non seulement coopératives, mais aussi basées sur des logiciels open source. Et donc, en fait, il est possible de les dupliquer un petit peu partout en Europe, là où c'est nécessaire. Donc, je ne vous fais pas tous les exemples, mais je peux faire le lien peut-être avec les tiers-lieux. En fait, un des sujets, pardon, je vais vous mettre ça en fond pendant que je parle. En gros, un des sujets en rédigeant le rapport sur les plateformes coopératives qui a été financé par la Banque des Territoires, un rapport qui est sorti il y a 2 mois maintenant, qu'on a voulu tirer en organisant un événement, d'ailleurs la semaine dernière, auquel Rémi a gentiment participé pour exploiter le sujet, c'est de se demander quelles sont les conditions pour que ces plateformes coopératives elles se développent partout. Parce qu'en fait, ce n'est pas des entreprises classiques, ce n'est pas des plateformes du numérique classique qui vont lever énormément d'argent pour se développer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour assurer la solidarité entre elles et s'appuyer sur des acteurs locaux qui sont des partenaires, qui sont un petit peu des complices pour que les plateformes elles se développent d'une façon un petit peu différente. Ben, c'est là que les tiers-lieux interviennent. En fait, avec la compagnie des tiers-lieux, on a eu la conviction dans les Hauts-de-France, pendant le premier confinement, on a eu la conviction que les tiers-lieux devaient jouer un rôle là-dedans. Que comme les tiers-lieux, ils sont déjà en prise avec une communauté locale, qui connaissent bien leurs besoins et qui sont déjà un peu des infrastructures de coopération entre les membres de leur communauté, ben, que eux pouvaient mobiliser des plateformes coopératives qui sont d'autres communs. Et donc, ils peuvent les mobiliser à bon escient pour faire en sorte d'outiller la coopération entre leurs habitants. Et par exemple, donc la compagnie des tiers-lieux, en tant que réseau de tiers-lieux, pendant le premier confinement, on a accompagné les tiers-lieux de notre réseau pour mettre en place des plateformes coopératives. Comment est-ce que ça s'est manifesté? Plusieurs façons. On a aidé, par exemple, les tiers-lieux qui souhaitaient mettre en place une solution de circuit court alimentaire, puisque les marchés avaient fermé et qu'il y avait des gens qui, autour d'eux, n'arrivaient pas à trouver de quoi se nourrir autrement qu'en allant dans des supermarchés dans lesquels ils ne comprenaient pas trop, ils n'étaient pas sûrs de la provenance des aliments. Donc, on a aidé les tiers-lieux à mettre en place Open Food via la coopérative Coop Circuit. Ça, c'est un exemple. Une fois qu'on a mis ça en place, on peut faire en sorte que les tiers-lieux également s'appuient sur des plateformes comme CoopCycle pour que ces paniers puissent être livrés à vélo de façon éthique à leurs habitants. Les tiers-lieux, c'est aussi parfois des tiers-lieux numériques. Ils sont aussi parfois des lieux ressources d'évolution des usages du numérique pour leur communauté. Donc, quand il y a un commerçant qui vient voir un tiers-lieu en disant « Écoute, moi en ce moment, je suis en train de faire un peu ma transition, c'est le confinement, c'est un peu problématique, je dois me mettre à livrer », et ben, le tiers-lieu, il peut avoir la responsabilité de se dire « Ah tiens, j'ai été formé, je sais qu'en fait, il n'y a pas que Uber Eats dans la vie, il n'y a pas que Deliveroo, et peut-être que le commerçant, je peux le brancher avec CoopCycle pour qu'il utilise un service numérique éthique. » Donc voilà, donc, pour faire synthétique et respecter le timing que Rémi m'avait gentiment proposé de remplir, la conviction, c'est qu'en fait, les tiers-lieux font partie des complices pour le déploiement des plateformes coopératives, que les plateformes coopératives sont des outils
à destination des tiers-lieux avant tout, puisqu'en fait, ce sont des infrastructures de coopération. Ça ne sert qu'à outiller des coopérations dont il y a un besoin qui est avéré. Et en fait, les tiers-lieux, ils sont au cœur de cette coopération-là. Et donc, les tiers-lieux font partie de tout cet écosystème, de toutes ces coalitions d'acteurs de la transition qui doivent utiliser un petit peu les mêmes outils pour tirer dans la même direction, et qu'il n'y a pas de raison que les tiers-lieux qui visent la transition d'un côté n'utilisent pas les outils numériques qui visent la transition d'un autre côté. Est-ce que je dois... hop, j'arrête de partager. Il y a une question. Je t'inviterai aussi après à partager le rapport dans le chat. Ouais. Je vous invite à lire ce rapport qui est assez complet avec des recommandations sur le sujet. Et il y a une question de Sylvain. Sylvain, peut-être je te laisse la poser, comme ça. Oui, pardon. Bonjour à tous. Je me demandais dans quelle mesure il y avait des liens qui étaient faits avec les collectivités qui, en ce moment, cherchent à promouvoir l'offre des commerçants locaux. Tu citais l'exemple des commerçants. Et bien souvent, ils vont chercher des solutions propriétaires ou portées par une start-up plutôt que enfin, parce qu'ils ne les connaissent pas, hein, et que des outils comme Copcycle ou Copcircuit qui sont dans une certaine mesure open source. Je crois que c'est pas complètement de l'open source, mais enfin qui sont quand même très ouverts, pourraient s'adapter à ces besoins locaux et pourraient aussi être des bons opérateurs pour l'acteur public. Complètement. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le rapport positionne les plateformes coopératives comme des infrastructures territoriales de coopération avec comme objectif de communiquer auprès des collectivités en disant, en fait, il faut que vous les souteniez, ces acteurs-là, parce que c'est le seul moyen que vous avez d'avoir des infrastructures publiques éthiques de coopération, en fait. Et c'est de ne pas faire une vision de la Smart City qui soit technologiste et qui va s'appuyer sur des startups qui vont venir déployer des capteurs qui ne servent à rien. Là, en gros, si vous appuyez sur des plateformes coopératives, en rentrant, par exemple, au sociétariat de ces coopératives-là, c'est un des moyens qu'il y a, mais il y en a d'autres, en fait, vous faites avec, vous proposez une solution, on fait rentrer les habitants dans la coopérative aussi, et on fait évoluer la solution en fonction du besoin des habitants. Et il y a plein de moyens des collectivités d'aider ça, rentrer au sociétariat. Il y a la mission sociale numérique qui développe des passes haptiques, des passes numériques pour faire en sorte de financer la médiation numérique, par exemple. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ce véhicule de tiers payeur pour inciter les gens à utiliser une plateforme coopérative, à se dire, j'achète plutôt mes paniers bio sur Coop-Circuit, je fais du covoiturage, on a besoin de faire du covoiturage, je vais plutôt utiliser Mobicop que Blablacar, etc. Donc, c'est un gros sujet de lobbying, vraiment, d'aller voir les collectivités pour qu'elles sachent que ça existe déjà et qu'ensuite elles comprennent les leviers pour aider ces acteurs-là. Mais c'est vraiment pas évident. Après, il y a des choses qui sont intéressantes pour revenir sur les modèles éco de tout à l'heure. Par exemple, un modèle économique intéressant dans les plateformes coopératives, c'est que pour faire en sorte que la plateforme reste gratuite pour tout le monde, l'exemple de Mobicop est intéressant. Mobicop, c'est du covoiturage qui est complètement libre. Donc, c'est-à-dire que Mobicop ne prend pas de code-part sur les transactions. En revanche, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent la solution à des collectivités territoriales pour qu'elles aient leur solution de covoiturage local. Et donc, en fait, c'est les collectivités territoriales qui payent pour leur service en marque blanche, qui payent pour le service pour tout le monde et qui maintiennent le commun comme ça. Et donc, en fait, il y a des modèles éco à voir comme ça avec les marques blanches pour que les collectivités soient à la fois clientes ou alors sociétaires, ou alors qu'elles subventionnent l'exploitation via des véhicules tiers payeurs, quoi. Et sur l'open source, Copcycle, on dit qu'ils ne sont pas open source parce qu'en fait, ils réservent leur côté open source pour les structures de l'ESS. En fait, c'est ça. En fait, il faut être une coopérative pour avoir accès au truc. Donc, ce n'est pas complètement open parce que c'est un truc militant en disant on ne va pas filer notre outil à un deuxième Deliveroo. Ok. Merci beaucoup, Sylvain, pour la question. Je pense c'est un sujet important à aborder et c'est aussi l'objet du travail du rapport et de Numérique en commun, à mon avis aussi, de sensibiliser les collectivités à ces sujets-là.
et de créer des coopérations entre collectivités, plateformes coopératives et tiers-lieux. Et du coup, le lien que j'ai mis dans le chat, plateformecoop.fr, dessus, il y a à la fois le rapport qui est assez détaillé avec des recommandations concrètes pour l'avancer. Il y a un cahier de recherche qui est un peu une synthèse en 10 pages qui là a été écrit à destination de collectivités territoriales. Donc, si vous, le sujet vous intéresse et que vous voulez mettre cet objet-là dans la main d'un élu, c'est assez simple, c'est bien écrit sur la base des étonnements du confinement. Il y a des solutions, il y a des pistes de solutions et de curiosité pour des élus et des agents territoriaux assez clés en main, quoi. Oui. Donc Sylvain, n'hésite pas à faire une présentation action à Grenoble à la Turbine. On a essayé pendant le confinement, la ville nous avait interpellés sur des outils pour mettre en relation les gens qui voulaient faire des courses pour d'autres, etc. Et il y a un moment, j'ai essayé de pousser l'idée qu'on pourrait adapter CopCycle qui fait permet de faire de la livraison, de proposer des choses. Bon, finalement, la solution, ça a quand même été d'aller chez le prestataire habituel qui a vendu sa plateforme et qui, du coup, l'a expérimenté sur Grenoble et l'a revendu à tous ses autres clients de collectivités territoriales. Et donc là, vraiment, c'est aussi des enjeux de réactivité, de capacité à proposer des solutions. Sinon, il y a Pouic, mais bon, on lâche pas l'affaire. Sur le sujet, il y a Pouic. Ils viennent de lever X dizaines ou centaines de milliers d'euros en faisant une levée de fonds crowdfunding par equity et en mode coopératif. Donc, il y a ça qui fonctionne. C'est ça. Donc, continuons de rêver. Bien sûr, le rêve n'est pas permanent, Sylvain. Merci de nous le rappeler. Non, je vais donner la parole à Benoît qui va terminer. Je te donne 9 minutes du coup, puisque si tu peux parler pendant 2 minutes du budget contributif en plus de ce que tu avais prévu de nous dire, comme ça c'est nickel. Il sera 17h58 et on pourra conclure en 2 minutes. J'espère quand même que vous ne dormez pas. Je sais que c'est difficile les visios d'1h30. On n'a perdu que 9 personnes sur un sujet assez technique. Donc j'imagine qu'il ne reste que les 45 plus militants d'entre nous tous. Donc merci à tous. Et puis Benoît va vous présenter la démarche de contribution au commun de la Compagnie des tiers-lieux. Je t'en prie, Benoît. Merci, Rémi. Donc, moi, c'est Benoît et donc, je suis contributeur à la Compagnie des tiers-lieux avec Alexandre. Et moi, je m'occupe en particulier de la question des ressources partagées des tiers-lieux, donc des communs des tiers-lieux. Et donc, voilà, je vais essayer de tenir 7 minutes pour vous parler un peu de comment la Compagnie des tiers-lieux essaye d'accompagner justement le développement de ces communs. Donc, la Compagnie des tiers-lieux, c'est un réseau territorial. Alexandre l'a dit rapidement, mais donc on est un réseau territorial situé dans les Hauts-de-France et on intervient particulièrement sur la métropole européenne de Lille. Un réseau territorial de tiers-lieux. Donc, notre intention, ce qu'on cherche à faire, c'est de favoriser l'émergence, la consolidation, la professionnalisation, etc., de toutes les communautés qui essayent de faire tiers-lieux sur le territoire. Donc, de penser de nouveaux modes de vie, des nouveaux modes de travail, etc., et de développer de la valeur pour leur territoire. Et donc, nous, on essaye de faire grandir tout ça et de fédérer un peu les énergies autour de ça. Donc, naturellement, une partie de ce travail de réseau, finalement, mise sur les ressources partagées pour accompagner le développement de ces communautés. Et ce qu'on a, donc on a dû se poser la question, comment est-ce qu'on accompagne le développement de ces ressources partagées et les communautés de travail qu'il y a autour. Et on s'est cherché un peu pendant 1 an. Et donc là, mon objectif, c'est de vous dire un peu où est-ce qu'on en est arrivé dans la réflexion. Parce qu'on s'est vite, on a vite constaté que les ressources partagées, ce qui est intéressant dans le fait de travailler autour des communs, c'est pas le fait de mettre en partage quelque chose. Ça, c'est un peu le niveau 0 de la mise en commun et qu'il ne se passe pas grand-chose quand on partage juste quelque chose, qu'on le met à un endroit, on dit, bah voilà, je voulais partager. On s'est vite rendu compte que c'était même pas… bien sûr que c'est nécessaire que les ressources soient accessibles, mais on a bien vu que ça ne dégageait pas grand-chose pour ces communautés et qu'il se créait assez peu de valeur autour de ce partage-là. Donc, ce qu'on a observé, c'est que déjà, il fallait vraiment penser ces communs et l'accompagnement de ces ressources partagées des tiers-lieux comme une entreprise, comme une démarche d'entrepreneuriat. Et donc, autour de ces communs, finalement, il y a quelques personnes qui avaient un rôle de leadership, qui avaient identifié un besoin partagé
et qui décident d'entreprendre une démarche de créer de la valeur au service des tiers-lieux. Donc ça, c'est toutes les personnes qui entreprennent et qui commencent à créer les communs. Donc, ils commencent à créer une ressource ouverte. Sauf que cette ressource ouverte, comme je l'ai dit, si elle est juste ouverte, si elle est juste là, bon, certaines personnes avisées en bénéficient, mais il ne se passe pas grand-chose d'autre. Donc, on a vite rapidement vu que, en fait, ce qui est intéressant dans le commun, ce n'est pas le fait que la ressource soit ouverte. Ce qui est intéressant dans le commun, c'est qu'elle soit gérée en commun. Et que c'est à partir du moment où on commence à gérer ensemble que là, il se passe quelque chose. Et donc, il fallait fédérer des contributeurs, une vraie communauté de gestion autour de cette ressource. Et ça, l'entrepreneur n'est pas toujours la bonne personne pour le faire. Donc, on a rapidement vu que finalement, si on voulait soutenir l'émergence des communs, qu'ils soient numériques ou pas d'ailleurs, pour que ces outils-là puissent servir aux tiers-lieux, il fallait du pilotage et ce qu'on appelle nous une ingénierie des communs. Donc, c'est plein de techniques collaboratives de gestion de projet, d'entrepreneuriat et de pilotage, pour fédérer une communauté de contribution autour d'une ressource afin que cette ressource-là bénéficie à beaucoup plus de monde et de manière beaucoup plus consolidée. C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur des ressources difficiles à prendre en main, mais que les ressources ouvertes et les communs, qu'ils soient numériques ou pas, puissent avoir une qualité d'accessibilité et d'ergonomie qui soit équivalente à des ressources privées. Parce que finalement, si on pense juste un commun comme une entreprise, il y a d'autres façons de le gérer ensemble. Par contre, il n'y a pas de raison que la qualité soit moindre que quand la ressource elle est gérée de manière privée. Et donc, à la compagnie de tiers-lieux, on a décidé d'investir du temps et de l'énergie dans le pilotage et l'accompagnement au pilotage des communs. Donc ça, c'est la première un peu offre d'accompagnement, ou en tout cas, c'est notre première modalité d'action. C'est qu'on est rentré dans quelques communs des tiers-lieux et puis finalement, ce qu'on a fait, c'est du pilotage pour aller chercher de l'argent et pour aller chercher des contributeurs. Voilà, ça c'est le premier mode d'intervention qu'on a identifié comme pertinent. Et il semblerait que ce soit efficace, puisque sur les 3 communs, en tout cas sur lesquels je suis intervenu, puisque Alexandre a parlé des plateformes, on a Simon Sarrazin aussi qui intervient sur d'autres communs. En tout cas, sur les 3 sur lesquels je suis intervenu en pilotage, ça a permis de lancer une dynamique contributive. Et le second mode d'accompagnement des communs, alors si, peut-être un mot quand même, c'est que le pilotage et l'entrepreneuriat, c'est super stimulant, mais quand ce n'est pas rémunéré, ça marche vachement moins bien. Et aujourd'hui, moi, je vous pose la question, qui investit sur ces gens-là et sur ce temps-là? Moi, j'en cherche depuis quelques mois, j'en trouve pas beaucoup. Donc, si on veut que ça décolle, je pense qu'il va falloir penser notre capacité collective à investir à la fois sur les entrepreneurs et entrepreneuses des communs, mais aussi sur les pilotes et les pilotes des communs. Voilà. Donc ça, c'était le petit mot. Si vous voulez que les communs se développent, il va falloir aussi mettre de l'argent sur la table, à moins que vous soyez vous-même entrepreneur ou pilote. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre du temps. Et la deuxième façon d'aider les communs, c'est ce qu'on appelle l'hébergement. En fait, on a vite identifié aussi que la force d'un commun, c'est d'être neutre. Si un commun est complètement porté par une organisation et que la marque de l'organisation elle est trop accolée au commun, ça va desservir la contribution à ce commun. Parce qu'il y a pas mal de gens qui vont avoir l'impression que s'ils aident le commun, ils aident l'organisation. Et donc, on s'est vite dit que finalement, les organisations qui aidaient les communs devaient être très discrètes, un peu en arrière, pas trop visibles, et devaient juste servir d'hébergeur à ce commun-là qui, lui, devait être relativement neutre. Et quels sont les besoins d'hébergement d'un commun? Donc, par exemple, nous, on travaille sur un commun qui s'appelle movila.org, qui est l'espace de documentation des tiers-lieux. Et bien, ce commun-là, il n'a pas de structure, donc il a besoin d'être hébergé. Donc, son nom de domaine est hébergé par la LSC, donc qui est une organisation qui protège les noms de domaine en commun. Il est hébergé par Hébergeurs en commun, qui est une organisation qui héberge les infrastructures numériques en commun. Et nous, la compagnie tiers-lieux, on a proposé d'héberger l'aspect administratif. Ça veut dire que les flux financiers, on héberge le budget du commun, on fait des factures pour que l'argent arrive, et puis on règle des factures pour que l'argent sorte et puisse payer le travail des commoneurs. Voilà, et donc il y aurait d'autres formes d'hébergement à inventer. Je travaille actuellement sur des questions de recrutement, d'accompagnement à la contribution. Et donc certains communs pourraient dire, nous on n'est pas très bon en relations humaines, en accueil ou en intégration. Est-ce que quelqu'un d'autre peut s'occuper de l'accueil des nouveaux à notre place? Voilà. Et donc, pour vous parler des communs qu'on héberge, donc il y a movila.org qui est le wiki de documentation.
Et donc sur lequel on voit bien que juste déposer de la connaissance, c'est pas suffisant. Il faut une communauté qui forme les gens à se servir de ce wiki, qui identifie les meilleures connaissances disposées et qui les met en lumière sur des forums ou sur d'autres espaces de passage, etc., etc. Donc, mettre la connaissance sur Mobilab, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour que ça devienne un commun. Ça devient un commun à partir du moment où il y a plein de gens qui travaillent dessus et qui transforment cette connaissance en valeur pour les territoires. Le deuxième, c'est un cahier d'activité des tiers-lieux, donc c'est un recueil d'animation et de techniques d'animation pour des collectifs. Donc, pendant 2 ans, cette ressource, elle était accessible et il ne se passait rien. Donc, on a relancé une dynamique contributive. Il y a des gens qui vont travailler là-dessus, sortir une deuxième version, en parler, animer des collectifs avec ça et la faire vivre. Et le dernier, c'est Docos. C'est un ERP, un système de gestion pour les tiers-lieux. Donc ça, c'est un logiciel open source de base avec une économie open source assez classique. Par contre, on peut décider de gérer Docos en commun sur les territoires. Et nous, il y a une petite équipe qui s'est montée en Hauts-de-France et qui essaye de développer notre commercial en commun, ça veut dire avec une gouvernance ouverte, sur ce service-là. Voilà, voilà. Et donc, je n'ai pas 2 minutes pour parler des budgets contributifs. Donc, les budgets contributifs, en fait, ce sont les modalités de répartition de la valeur quand on travaille ensemble sur une ressource. Donc, nous, moi, ce qui m'intéresse, à titre personnel, je travaille depuis plusieurs années sur l'intégration économique des communs. Parce que quand on entend parler de commun, c'est beaucoup de gouvernance, beaucoup de théorie, la santé, c'est un bien commun. Par contre, quand il faut faire économie et en vivre, là, il n'y a plus personne. Donc, les salariés, eux, ils peuvent faire des communs parce qu'ils ont leur salaire. Et tous les gens qui aimeraient vraiment bosser, ça, c'est pas possible. Donc, nous, on essaie de regarder comment on peut faire économie de la ressource et vivre de nos contributions au commun. Et c'est là que les budgets contributifs rentrent en jeu. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lire sur Mobilab ce que vient de partager Rémi et à me contacter si vous voulez en savoir plus. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, il est 17h59. Pour l'instant, on est bon. Il n'y a pas d'avalanche de questions. Ça devrait aller. On peut terminer sur la question de Sylvain. On a besoin de travailler la posture d'un tiers-lieu qui héberge des communs. Comment accueillir des communautés de communs tout en restant discret mais néanmoins partenaire? Donc là, la première chose assez facile, c'est de ne jamais mettre son logo. Donc, si vous arrivez sur un commun et qu'il y a un logo d'une autre organisation, en gros au milieu, ce commun est hébergé par, bam, un gros logo, bah, c'est pas terrible. Voilà. Et c'est des petites choses comme ça, hein, mais juste, voilà, il faut rester discret. Et l'objectif, c'est que l'hébergeur n'influence pas sur les décisions du commun. Donc, nous, en tant que compagnie des tiers-lieux, on n'est pas censé dire à Mobilab quoi que ce soit. Et si Mobilab décide un jour qu'ils ont envie d'être hébergés ailleurs, on n'a pas notre mot à dire. Donc, on doit dire, OK, on transfère les fonds à un autre hébergeur. OK. Eh ben, merci beaucoup, Benoît. C'est la notion de custodien chez le puriste de Bowens. Bon. Je vous propose qu'on s'arrête là. Il y a beaucoup de questions qui ont été ouvertes. On vous enverra les coordonnées des intervenants. Thierry, si ça ne vous semble pas clair, n'hésitez pas à contacter Benoît en direct ou à lire, en tout cas sur le budget contributif, ce qui a été documenté sur Mobilab, qui est assez complet aussi. Et globalement, toute la démarche de la compagnie des tiers-lieux, en général, est plutôt bien documentée sur Mobilab et sur le site de la compagnie. Donc, n'hésitez pas. On fera un compte-rendu aussi via un article qui pourra éventuellement compléter. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, 1h30, d'avoir écouté nos interventions. J'espère que vous avez appris des choses sur les communs des tiers-lieux. Je pense que ça ouvre quand même pas mal de perspectives sur ce sujet. Et puis voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Caroline, tu veux… Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter non plus. Merci à tous les intervenants. Et juste pour vous dire que l'atelier a bien été capté et qu'on va faire un petit travail, donc Rémi et Sophie, et puis nous aussi, côté numérique en commun, un travail de documentation de tout ça qui sera bien entendu mis librement à disposition ensuite sur le site de numérique en commun. Merci. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Juste Benoît, avant de partir, il faut que tu me mettes animateur, s'il te plaît.
Merci beaucoup, hein, Constance, Benoît, Alexandre, Catherine, Maëlle. Je ne vous ai pas beaucoup remercié, mais merci. C'était vraiment top. Salut, Constance. Salut, Catherine. Salut Rémi, merci pour cette super invitation. Merci beaucoup, Benoît. Ouais. Je t'envoie la facture. Bah ouais, tu me dis, c'est combien? Ouais, c'est 3000. Franchement, c'était quali quand même. Ouais. Mais il faut qu'on se concerte sur Rocket Chat avant. T'as pas demandé? Ouais, ça marche. On bloquera peut-être, ouais. Mais alors, est-ce que tu afficheras que tu as eu un soutien financier? Oui, oui, les soutiens. Ah d'ailleurs, ah zut, on aurait pu partager ça, si ça vous intéresse. Ah, c'est super ça. Dommage. Hop. Vas-y, on le mettra dans le compte rendu, ouais. Ouais, carrément. En fait, les flux financiers doivent être transparents. C'est les marques et le fait de donner l'impression de soutenir quelqu'un. C'est-à-dire que si tu aides un commun qui est porté par une ou deux organisations, tu vas avoir l'impression d'aider les organisations. Si tu mets en bas de la page d'accueil Movilab est soutenu par 12 organisations, ça, c'est pas grave. Et le problème à la fois de l'acteur public ou de certains acteurs associatifs, c'est de vouloir tout le temps se mettre en avant et en fait, ça dégrade la capacité de contribution sur le commun. Et par contre, les flux financiers, bien sûr, qui doivent être transparents. Et nous, on essaye de les suivre grâce à ce schéma, entre autres. Là, c'est vraiment un début de travail, mais il permet de montrer qui a mis de l'argent dans les communs et qui se rémunère en travaillant dessus. On carjack le truc. Mais je trouve ça intéressant sur la subtilité entre, je vois bien cette idée de comment ça peut être contre-productif de surafficher un soutien notamment institutionnel alors que pourtant on se bat pour les obtenir. Et en même temps, la démarche Commoners qui vise quand même une certaine forme de transparence et d'accès de tous à l'information pour que chacun en fasse ce qu'il veut. Du coup, là, ça rend le truc plus clair pour moi en tout cas. Ouais, ok. Bon, merci beaucoup. Ouais. À bientôt. Salut, bonne soirée. Ciao. Bon, allez, je ferme. Je vous dis adieu.